Je suis la représentante de la nouvelle Union libertaire angélique, tonne hégémonique, infernale, écologique et radicale. Nous nous demandions si vous seriez intéressé par notre programme. On a toute une liste de propositions pour améliorer la non-vie des résidents des enfers. Non. Bon ben, c'est pas grave. Il me reste tout plein de portes sur lesquelles toquer. Bonjour, je suis... C'est pour améliorer votre pouvoir d'acharnement. Oh oh oh, c'est le Père Noël. Eh non, en fait, c'est moi. Attendez, vous allez m'écouter au bout d'un moment, bordel de merde. Aidez-nous à lutter contre la discrimination des chérubins. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner là d'où ils viennent. Mais ils viennent du même endroit que vous. Oh là là. Alors, dure journée. Je t'avais pas vu. Tu me suivais? Non, je suis partout et nulle part à la fois. Non, ouais, je te suivais pour me foutre de ta gueule, ouais. Eh ben super. Pourquoi tout le monde refuse de m'écouter? J'ai des bonnes idées pourtant. Alors que toi, t'es littéralement le diable et tout le monde boit tes paroles. Ça, c'est parce que je suis trop bocasse, en fait. Ou alors c'est parce que tu contrôles tous les grands médias des enfers. Bah voyons, comme si ça suffisait pour fabriquer l'opinion des gens. Laisse-moi t'expliquer. Comment que ça se forme l'opinion des gens? On entend souvent dire que si une grande partie de la population pense telle ou telle chose, c'est parce qu'elle a été influencée par les grands médias. Et ce, peu importe dans quel banc politique on se situe. Les gens, ils sont fachos parce qu'ils ne regardent que des médias de droite. Les gens, c'est des gauchias parce qu'ils regardent des médias de wokistes. Eh ben, les gens... Ouais. Les gens, ils sont bêtes. Ah bah de fou, Ouais, il a ouais, raison, grave, ouais. ouais. Yes. Mais qu'en est-il vraiment? Et comment connaît-on l'opinion publique déjà? Par exemple, les sondages. Ils nous permettent de connaître les intentions de vote avant diverses élections, de connaître le taux de popularité de certaines politiciennes ou politiciens, ou de savoir ce qui préoccupe les gens dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, on fait 20 fois plus de sondages sur les élections présidentielles que ce qu'on faisait dans les années 70. Et il en va de même pour tous les autres types d'élections. Et à chaque fois, il y a des débats sur la véracité de ces sondages et sur leur impact. Mais comment qu'on sonde les gens? Alors c'est très simple. Il suffit d'attirer quelqu'un grâce à votre rayon tracteur. Ensuite, vous l'attachez à votre table d'opération et après, il vous reste plus qu'à... Non, je parlais pas de sonder les gens comme ça, mais j'aime l'idée. Oh, merci. En France, les instituts de sondage utilisent en général la technique des quotas, c'est-à-dire qu'ils interrogent un échantillon de personnes qui correspondent aux caractéristiques socio-démographiques de l'ensemble de la population. En général, les échantillons sont composés de 1000 personnes, ou en tout cas, on essaie d'avoir 1000 réponses au minimum, car moins de réponses agrandirait considérablement la marge d'erreur, et plus de personnes, eh ben, ça coûterait plus cher à sonder. Moi, j'en fais pas une question d'argent. Il existe d'autres techniques, comme les sondages aléatoires, mais le consensus scientifique est que la technique des quotas a une marge d'erreur égale ou inférieure aux autres techniques, c'est donc elle qui est la plus utilisée. Les gens peuvent être interrogés par téléphone, en face à face, ou sur Internet. Et chacune de ces méthodes apporte ses inconvénients, mais les instituts de sondage ne publient pas directement les résultats des interrogations en général. En effet, elles effectuent ce qu'on appelle un redressement. C'est une pratique qui sert à améliorer la représentativité de l'échantillon interrogé. Il s'agit d'augmenter ou de réduire les poids des réponses selon si elles sont sous- ou surreprésentées dans l'échantillon obtenu par rapport à l'ensemble de la population. C'est ultra simplifié, il y a différentes méthodes pour pondérer et redresser les résultats, comme la méthode de Deming et Stéphane, mais je vais pas aller dans les détails pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Sachez juste qu'un sondage, c'est pas simplement les réponses des gens, et puis c'est tout. Et donc, les sondages ont-ils un réel impact sur l'opinion des gens, ou en tout cas sur la politique? Ça semble être le cas, puisqu'en 2025, il y a eu une commission d'enquête sur l'organisation des élections, et notamment sur les sondages qui les entourent. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, ce sont en partie sur ces sondages que se basent les banques pour délivrer des prêts aux acteurs politiques, que se base l'ARCOM pour définir la représentativité des partis. D'après l'étude Produire l'opinion du sociologue Hugo Touzé du CNRS, les sondeurs se voient comme une part importante de la démocratie. Moi, les sondeurs que j'interviewe me disent systématiquement ça. Nous, on est un outil utile pour que les citoyens puissent se faire leur avis, puissent se repérer dans les grandes tendances de l'opinion, etc. Et c'est aussi ça qui explique que les sondages sont aussi omniprésents, c'est parce qu'ils sont intriqués dans le discours des sondeurs et beaucoup aussi des médias avec la question démocratique. Et tout ça c'est très bien, mais faut pas oublier que les instituts de sondage, ça reste des entreprises. Et les entreprises, c'est pas la démocratie qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le pognon. C'est ça qui est bon. C'est le pognon. Péché mignon. C'est bien le pognon. Mon opinion. C'est que j'aime le pognon. Moi je kiffe le pognon.
C'est bien de vivre en démocratie, c'est bien de faire partie des gentils, c'est bien de faire ami-ami, mais il y a un truc, t'oublies. C'est le pognon. C'est bien d'avoir de belles idées, c'est bien mignon de vouloir s'entraider, c'est bien de vouloir pas laisser tomber, mais il y a un truc à pas négliger. C'est le pognon. C'est ça qui est bon. C'est le pognon. Mon péché mignon. C'est bien le pognon. Mon opinion. C'est bien le pognon. Je kiffe le pognon. Yeah. Et oui, le but d'une entreprise, avant de participer à la démocratie, c'est d'être rentable et de se faire de la thune. Et je dis ça sans jugement de valeur, bien sûr. Je suis moi-même chef d'entreprise, après tout. Ouais, vous ne nous payez pas. Oui, mais c'est normal, vous êtes stagiaire, vous. Vous savez que ça existe, les stages rémunérés, hein? T'es marrant, Gary, des fois. Non mais c'est vrai. Et ben si les gens veulent que je te paye, Gary, et ben ils auront qu'à aller checker les financements participatifs qui permettent à la chaîne de vivre dans la description de la vidéo. C'est vrai que j'aurais un peu de cet argent? Non, Bah pourquoi? bien c'est très simple, c'est parce que je kiffe le pognon. Ouais. Eh ben super. En effet, là où les universitaires et sociologues font supposément des études dans un simple but de recherche, les instituts de sondage répondent aux commandes de clients. Des clients qui définissent les sujets des sondages, l'angle de recherche et leurs moyens. Les sondages peuvent être et sont souvent des outils marketing là pour permettre d'afficher des chiffres marquants. C'est cette pression pécuniaire qui pousse certains sondeurs à faire ce qu'ils appellent du quick and dirty, un sondage fait à la va-vite juste pour produire un chiffre. Mais ce que souligne Hugo Touzé dans son étude, c'est qu'il y a une tendance dans le monde du sondage à s'auto-réguler à ce niveau. En effet, selon cette étude, le milieu du sondage politique en France est très petit, à peu près 120 individus en tout, et les sondeurs dépendent de leur réputation. Si tel ou tel sondeur ou sondeuse produit de la merde en boucle, ça se verra très vite et leurs opportunités professionnelles en pâtiront. Et voilà, on peut même plus faire n'importe quoi sans que ça nous retombe sur la figure. Heureusement que c'est pas comme ça dans tous les autres corps de métier, sinon ce serait atroce. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous? J'ai traité un adolescent racisé de babouin et de macaque et je l'ai accusé de violence et de rébellion alors que c'était faux. Ah, ok. Et du coup... Hein? Ah bah non, du coup, rien, vous pouvez partir. Cool! Ce n'était pas une métaphore, c'est une histoire vraie. Mais encore une fois, malgré la volonté de bien faire leur travail de la part des sondeurs, il faut garder en tête qui commande les sondages. Par exemple, l'un des sondages les plus populaires est celui sur les personnalités préférées des Français chaque année. Et en 2025, on a pu voir Marine et Marion Maréchal Le Pen, Jordan Bardella et autres personnalités d'extrême droite grimper de façon exceptionnelle par rapport aux éditions des années précédentes. Et en vrai, ça fait juste grave plaisir, quoi. Ouais, c'est juste plaisir, faut le dire. Sauf qu'il faut pas oublier que ce sondage est commandé par le journal du dimanche, qui appartient depuis peu à Bolloré et qui pour la première fois a changé d'institut de sondage prestataire pour engager un institut appartenant à Bolloré pour produire ces chiffres. Chiffres qui ensuite ont été relayés en masse par différents médias appartenant à, je vous laisse deviner, À moi? à Bolloré. Ah ouais. Ce qu'on peut remarquer dans la méthodologie de ce sondage, c'est que les gens ne pouvaient pas répondre ce qu'ils voulaient. Ils avaient une liste préétablie dans laquelle ils pouvaient choisir des noms, dont des sportifs, des acteurs et des actrices. Et sur les 24 personnalités politiques possibles, seulement 4 étaient de gauche. Moi je trouve que c'est déjà beaucoup trop, mais bon, c'est pas moi qui fais le sondage, j'ai rien à dire. Pierre Bourdieu, dont on avait déjà parlé dans ma vidéo sur l'école, était très critique du concept même des sondages, remettant en question 3 points fondamentaux sur lesquels il repose. Pour ce passage, je vais citer et paraphraser le document pédagogique « Comment se forme et s'exprime l'opinion publique » de l'Académie d'Orléans-Tours. Premier point, tout le monde n'a pas d'opinion sur tout. D'après lui, lorsqu'on pose une question à une personne sondée, on leur pose souvent des questions qu'ils ne se sont même pas posées eux-mêmes au préalable, les forçant à créer sur le volet une opinion, donnant donc des réponses fragiles lorsque les gens acceptent de répondre. Par ailleurs, Patrick Lehing a montré que les refus de réponse au sondage sont importants et de plus en plus nombreux. Le taux brut de réponse est faible, de l'ordre de 5%, ce qui signifie que pour avoir 1000 réponses, il faut interroger 20 000 sondés. La question se pose alors de savoir si les 1000 répondants sont bien finalement représentatifs des 20 000 sondés. En outre, si les sondés s'étaient déjà posé les questions formulées dans le sondage, mais pas tout à fait en les mêmes termes, le risque est alors que les sondés ne comprennent pas tout à fait la question de la même façon, ce qui changerait leur réponse. Ça peut être mis en évidence par la variation des réponses selon la manière dont les questions et les réponses sont formulées. Dis-moi Fanny, est-ce que tu penses que Gary semble mauvais? A. Un peu, B. Beaucoup, ou C. Énormément? Ouais, t'as raison, la question est peut-être un peu orientée, laisse-moi reformuler. Gary sent-il A. Le pâté pourri,
B, le vieux faisant, ou C, un mélange des deux? Ok, je note. Deuxième point, tous les opinions ne se valent pas. Les sondages créent une image de l'opinion publique à partir d'agrégations d'opinions personnelles. Ça présuppose donc que chacune de ces opinions se valent et peuvent être additionnées sans distinction. D'après Bourdieu, toutes les opinions n'ont pas la même consistance du fait du degré inégal de politisation des sondés. Quelqu'un qui s'est beaucoup renseigné, qui a travaillé le sujet, aura plus de chances d'avoir une opinion solide sur une question donnée, alors que quelqu'un qui n'y connaît rien aura également une réponse. Cependant, cette réponse ne se reposant pas sur des données solides, eh bien elle est plus susceptible de ne pas réellement représenter la vie politique de la personne, mais simplement son état d'esprit à un moment donné. Par ailleurs, simplement additionner les opinions masque le fait que toutes les opinions n'ont pas la même force sociale et politique. Considérer les opinions comme équivalentes conduit à masquer les rapports de force qui traversent l'opinion publique. Waouh, sondage choc, les gens ne sont pas contents. Qu'est-ce que vous allez faire, Madame la Ministre? Absolument rien. Bravo, Madame la Ministre. Et enfin, dernier point, toutes les questions ne sont pas forcément valides. Par exemple, les questions fermées proposent des choix de réponses prédéterminés. Cela donne aux sondés la possibilité de répondre sans même avoir compris la question ou sans y avoir vraiment réfléchi. Et en plus, il est possible qu'aucune réponse ne corresponde à l'avis du sondé. Ça ne signifie pas que tous les sondages sont pétés du genou, ça veut juste dire qu'il faut toujours faire attention à là d'où viennent les infos et à qui les relaie. On va parler d'un sondage qui a été très contesté pour ses choix méthodologiques et à propos duquel vous avez été beaucoup sollicité dans les médias. C'est l'état des lieux sur le rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France qui a été publié par l'IFOP. Est-ce que vous pouvez revenir sur les problèmes qui ont été posés vis-à-vis de ce sondage? Ouais, on peut revenir effectivement sur les problèmes d'un point de vue méthodologique, etc. Mais avant tout, il y a un constat qui m'avait vachement intéressé au moment de cette affaire, c'est que ce sondage est donc effectivement un sondage qui tend plutôt à montrer les musulmans comme un danger pour la société. Au même moment, au sein du même institut, un autre sondage avait été commandé par la Grande Mosquée de Paris. Il a été administré auprès du même échantillon. Et ce sondage était un sondage pour interroger les discriminations anti-musulmans. Le sondage a été réalisé par le même institut, dans les mêmes conditions, et on n'en a pas du tout entendu parler médiatiquement, alors que celui qui vient d'être mentionné, il a fait vraiment la une de toutes les chaînes de télé et la presse écrite, beaucoup. Et donc il y a tout de suite quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas tellement le sondage tout seul en lui-même qui va avoir un poids sur le débat démocratique, c'est la manière dont il va être ensuite relayé, médié, justement, par les médias. Et puis là encore, ça invite à aller se plonger dans la manière dont sont fabriqués les sondages, puisque vous avez des commentaires qui ont été faits de choses qui ne correspondaient pas aux questions qui ont été posées aux gens. Par exemple, il y a eu tout un commentaire autour du fait, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 46% des musulmans en France veulent appliquer la charia. Et en fait, ce chiffre de 46%, il était non seulement une accumulation de 15% qui disaient oui, il faut appliquer la loi musulmane, et de 30% qui disaient il faut l'appliquer, mais on peut l'adapter au pays dans lequel on vit. Donc c'est déjà très différent de 46% veulent appliquer la charia. Le deuxième chose, qui est peut-être encore plus grave, c'est que les enquêtés, les gens à qui on a posé les questions au téléphone, on ne leur a jamais parlé du terme charia, mais on leur a parlé du terme de loi musulmane. Et la loi musulmane, ça peut être comprise en fonction de sa confession de manière très différente. Donc voilà en quoi on peut avoir une analyse très généralisante qui dit grosso modo, si on résume très synthétiquement, 50% des musulmans en France sont potentiellement dangereux, avec des chiffres qui ne disent pas ça et dont les questions n'ont même pas été posées telles quelles. On a utilisé l'exemple des sondages ici, mais c'est le cas avec n'importe quelle forme d'infos relayée par les médias. Donc, serait-ce les grands médias qui biaisent l'opinion publique? Ah, c'est sûr, toi tu connais le biaisage, tellement tes vidéos elles sont toutes biaisées, elles sont trop fausses d'abord. Tu sais, c'est pas parce que t'aimes pas les infos que je donne ou que t'aimes pas mes blagues que ce que je raconte c'est forcément faux. Ah mais si, en fait, si. Ah ouais, merde, bah dit comme ça forcément, ouais, je suis d'accord. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on dit grands médias? Ici on va parler des grandes chaînes de télé, de radio, de journaux, qu'ils soient publics ou privés, même si ce qu'on va dire s'applique également aux nouveaux médias comme Internet, mais on en parlera plus tard de ça. Ouais. Car t'as pas envie de parler mal de tes petits potes youtubeurs, tiktokers et autres tweetos dans le genre, c'est ça? Tweetos. Ouais. T'es vieille. Et toi alors? T'as vu ta tronche? T'as les cornes qui pendouillent et c'est pas des cernes que t'as sous les yeux, c'est des tranchées. Merci, je me maléfie avec le temps. Donc, comme on l'a dit au début de la vidéo, on a souvent le sentiment que les grands médias influencent l'opinion politique des gens. Cette théorie rejoint le concept de la seringue hypodermique. En gros, il s'agit d'un concept en sociologie développé dans les années 30 concernant l'effet des médias de masse sur les individus.
Ce courant en sociologie considère que les médias injectent leurs informations directement telle une seringue dans les pensées de l'individu sans que ceux-ci ne s'en rendent forcément compte. Les spectateurs sont des réceptacles à informations passifs et vulnérables. C'est pas aussi bien qu'une sonde, mais c'est pas mal aussi. Hein. Cette vision des choses est assez tentante, mais en réalité c'est bien plus compliqué que ça. Vous connaissez sans doute déjà l'effet Streisand. C'est un phénomène qui se produit lorsqu'on essaie de cacher une information. Le simple fait de vouloir garder cette info secrète pousse les gens à s'y intéresser et à creuser encore plus loin, ce qui est l'inverse de ce qu'on voulait à la base. Un phénomène similaire, tout aussi fréquent, dont on entend moins parler, c'est l'effet de réactance ou l'effet boomerang. Il faut pas boire de l'acide. Ok, boomerang. Ok, bon ben, je m'en vais, hein. Mais je reviendrai, parce que je suis un boomerang. Bon, allez, salut. C'est la réaction instinctive de se défendre lorsqu'on a l'impression qu'on nous prive d'une liberté ou qu'on nous pousse à changer quelque chose. C'est un effet mis en théorie par Jacques W. Brem en 1966. La théorie repose sur 4 principes de base. Dans une situation donnée, la réactance ne peut se produire que si l'individu pense qu'il a le contrôle sur le résultat. C'est pour ça que si t'arrives à convaincre une grande partie de la population que voter ou participer de n'importe quelle façon à la vie politique de leur pays ça sert à rien, eh ben tu pourras leur enlever toutes les libertés que tu veux et ils feront rien pour t'en empêcher. Et voilà un petit pro-type, ça me fait plaisir. La réaction à une menace ne peut être que proportionnelle à l'importance perçue de la liberté. Si la liberté menacée est très importante, la réaction à cette menace sera également plus importante. Et donc si t'arrives à convaincre les gens que leurs droits sont pas si importants que ça, eh ben ils feront rien pour t'empêcher de les enlever. Voilà encore un autre petit pro-type gratuit, je me sens généreux aujourd'hui. Plus le nombre de libertés menacées est important, plus la réaction sera forte. Par exemple, si on demande à une personne d'arrêter complètement de boire de l'alcool, la réaction sera plus forte que si on lui demande simplement de boire moins. La réaction à une menace peut augmenter lorsqu'il y a une implication d'autres menaces. Genre, si je dis à Jesper qu'il n'a pas le droit de manger dans les studios, ça sous-entend qu'il n'a pas le droit de boire non plus parce qu'il fait un max de bruit avec ses pailles de merde. Ah bah la hiérarchie. Il y a aussi le fait que si le message est porté par une figure d'autorité, la réactance a tendance à être plus forte. Il y a eu plusieurs expériences de ce type. Par exemple, les psychologues James W. Pennebaker et Deborah Yates Sanders ont placé des signes demandant aux usagers de ne pas faire de graffiti dans 17 toilettes différentes. Certains panneaux étaient signés soit de la part d'une haute autorité comme la police, et d'autres signés de la part d'une faible autorité, comme les personnes chargées de faire le ménage. Ils ont observé que les toilettes placardées par des messages venant d'une haute autorité étaient significativement plus vandalisées que les autres. Ici, c'est Gary qui nettoie les toilettes. Du coup, j'ai fait exprès de mettre plein de signes venant de ma part qui disent de ne rien étaler sur les murs. On a pu observer cet effet en politique, par exemple, pendant les élections présidentielles des USA, des Amériques, des États-Unis, des USA, en 2016. Sur 200 grands médias, 194 s'étaient prononcés en faveur de la candidate démocrate Hillary Clinton. Et pourtant, c'est bien Donald Trump qui l'a emporté. Évidemment, cette victoire n'était pas seulement due à un effet de réactance de la part des Américains des USA, des Amériques des USA, mais c'est juste pour dire qu'il ne suffit pas que les grands médias disent quelque chose pour que le public l'accepte automatiquement. Déjà, on a tendance à ne pas se donner accès aux mêmes informations. C'est ce qu'on appelle l'exposition sélective. C'est un champ de la psychologie sociale lié à la dissonance cognitive qui est étudié depuis le 19e siècle. Le principe est simple. On aurait tendance à s'exposer aux informations qui vont dans notre sens, ou en tout cas, qui nous provoquent le moins de dissonance cognitive possible. La dissonance cognitive étant un état d'inconfort psychologique lorsque certaines de tes pensées, croyances, émotions, attitudes ou je ne sais quoi rentrent en contradiction avec elles-mêmes. Et c'est pas un problème pour moi, car moi, je suis en adéquation totale avec mes idées et mes attitudes. C'est facile quand on est un gros con. Et ouais, pour diminuer sa dissonance cognitive, il y a plusieurs solutions. Changer de comportement ou changer d'opinion, par exemple, mais la flemme, quoi, voilà. Et les plus faciles, comme simplement chercher des informations qui confortent les opinions ou les comportements qu'on a déjà. C'est un peu comme la plupart des gens qui regardent vos vidéos, quoi. Oui, mais un petit biais de confirmation de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est comme une petite sucrerie. Oui, mais comme les sucreries, il faut pas en abuser sinon t'auras mal aux dents. Je vois pas de quoi tu parles. C'est quand la dernière fois que t'as vu un dentiste? Très récemment, regarde, il est juste là. À l'aide, laissez-moi sortir. Ah ouais.
Tout cela selon une étude de Charles G. Lord, Lee Ross et Mark R. Lepper pour l'université de Stanford en 1979 aurait des effets sur comment on interprète et accepte de nouvelles informations. Ils ont présenté dans un premier temps, à des gens pour et d'autres contre la peine de mort, un texte sur les résultats de 2 études, une sur l'efficacité et l'autre sur l'inefficacité de cette peine. Ils leur ont présenté ensuite en détail la conception de ces études, comment les recherches ont été réalisées et quelques critiques pour chacune d'entre elles. Enfin, ils ont demandé au groupe interrogé s'ils pensaient que les études étaient bien réalisées et convaincantes. Je cite la conclusion. Les individus auraient tendance à traiter l'information partialement, autrement dit, à minimiser celle contraire à leur point de vue et à accepter plus facilement celle allant dans le sens inverse, afin de maintenir leurs croyances initiales. Ces auteurs concluent en soulignant que les tentatives de fournir des preuves objectives sur des sujets d'actualité brûlants nourrit plutôt qu'apaise le débat. La façon dont je l'explique simplifie grandement le sujet. Même si les sociologues sont d'accord pour dire que cet effet existe, les conditions de manifestation de l'exposition sélective semblent rester une zone d'ombre. Les méthodologies pour les examiner ne font toujours pas consensus. Tout ça pour dire que non seulement nous ne cherchons pas tous les mêmes messages, mais en plus, même lorsque nous voyons le même message, nous n'en tirons pas nécessairement les mêmes informations et conclusions. C'est ce qu'on appelle la perception ou l'attention sélective. Par exemple, en 1954, Donald Broadbent effectue une expérience sur l'attention et la mémoire. L'écoute dichotique. En gros, il fait écouter 2 messages simultanément à plusieurs personnes et les gens lui répètent ce qu'ils ont entendu. Systématiquement, les personnes répétaient un seul des messages. Pas toujours le même, mais toujours un seul à chaque fois. La théorie de Broadbent est que l'attention est comme un goulot d'étranglement, où on reçoit toutes les informations que l'on perçoit, mais qu'on élimine inconsciemment les infos qui sont en trop ou qui ne sont pas utiles sur le moment. Anne Treisman, une spécialiste en psychologie cognitive, nuance ce modèle en disant qu'on atténue simplement les informations que l'on perçoit en trop, sans les éliminer complètement. Son expérience était de faire écouter en même temps 2 messages, de faire attention à l'un et d'ignorer l'autre, et de répéter ce qu'on avait entendu. Les participants ont déclaré avoir entendu un mélange des 2 messages. Cette perception sélective, liée au fait qu'on cherche à produire le moins de dissonances cognitives possibles dans nos petites têtes, ferait en sorte que l'on perçoive ou retienne plus les informations qui vont dans notre sens. Vas-y Gary, répète ce que tu entends. Attention, ça risque d'être compliqué, j'ai mélangé plusieurs informations différentes. Ok. Gary sur le pâté, Gary sur le pâté, et le vieux faisan, et le vieux faisan. Gary sur le pâté, Gary sur le pâté, et le vieux faisan, et le vieux faisan. Et il aime les pommes. Alors ? J'aime les pommes. Et voilà, perception sélective, je vous l'avais dit. C'est très bien tout ça, mais tu vas pas me faire croire que les médias ont 0 impact sur l'opinion politique des gens. D'accord, les gens ont un libre arbitre, et on est tous plus sensibles aux informations qui ne nous confrontent pas, mais ça doit quand même avoir un impact, sinon... À quoi ça sert? Bon d'accord, je vais tout te dire. Mais avant, est-ce que tu veux bien répondre à ce sondage sur l'odeur de Gary? Oh, avec plaisir. Je suis toujours là, en fait, hein. On sait, on le sent. Donc tous ces biais, effets psycho-neuro-atypiques ou toutes ces merdes, ce sont des mécanismes que je vous explique, non pas pour vous dire qu'en réalité les médias n'ont pas d'influence. Je veux simplement expliquer comment les médias peuvent avoir de l'influence, parfois de façon assez détournée. Car la façon dont on traite l'information peut déterminer la perception du public sur certaines questions. On en avait déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur l'immigration, où l'on mettait en exergue les différences entre les réalités de l'immigration et l'image que les médias audiovisuels en renvoyaient. Mais le plus intéressant... Mais tout ce que tu dis est intéressant, Diablonnet. Arrête d'être gentille! Le plus intéressant, c'était l'étude du CEPI en Allemagne qui démontrait que la perception du public sur la question de la délinquance et de l'immigration changeait radicalement lorsqu'on la médiatisait autrement. En effet, en 2013, peu de répondants au sondage considéraient que les immigrés n'augmentaient pas le taux de délinquance. En 2016, le journal de Saxe, le Zeitung, changea la façon dont il traitait ses articles à propos de la délinquance. Au lieu de mettre en avant l'origine de l'auteur que lorsqu'il s'agissait de quelqu'un avec des origines étrangères, ils ont commencé à afficher systématiquement l'origine des délinquants, même lorsque ceux-ci étaient des natifs. Et comme en France, au prorata, les natifs sont plus souvent auteurs de délinquance que les immigrés. Et oui, je sais, moi aussi ça me scie les pattes, mais c'est comme ça. Allez voir la vidéo sur l'immigration si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet. Alors qu'en France, lorsqu'on affiche les délinquants blancs, eh ben on dit qu'ils ont des visages d'anges. Mais moi j'en connais des vrais anges, et laissez-moi vous dire que vous risquez d'être déçus. Et sinon, t'aimes quoi comme genre de film?
Ce qu'on a pu observer au fil du temps, c'est que lorsque les médias arrêtaient de mettre l'accent seulement sur les délinquants d'origine étrangère, c'est que l'inquiétude du public changeait petit à petit, passant d'une inquiétude à propos de l'immigration à une inquiétude à propos de la délinquance en elle-même. Je cite l'étude. Si la surreprésentation quasi mécanique des immigrés dans les statistiques et les biais médiatiques peuvent créer l'illusion d'une relation entre immigration et délinquance, les études montrent qu'il n'en est rien. Ce n'est pas le fait d'être immigré en soi qui conduit à plus de délinquance, mais des caractéristiques qui, lorsqu'elles se retrouvent chez des natifs, conduisent également à plus de délinquance. Un traitement plus équilibré de l'information relative à la délinquance, selon l'origine nationale ou étrangère des suspects, permettrait également de rendre les perceptions plus proches de la réalité. De plus, il a été démontré que c'est pas parce que la population native a beaucoup à faire à des immigrés qu'elle se met à voter pour des partis anti-immigration. Ça a plutôt tendance à être l'inverse même. Ces gens ne sont donc pas inquiétés par la réalité de l'immigration, mais par l'image que les médias donnent à la réalité de l'immigration. Ce que je veux dire avec cette histoire, c'est que les grands médias peuvent totalement se tromper parfois, ou même carrément mentir. Alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des Rois, vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. Est-ce que ça compte pour vous ? Le maire qui vient d'être élu dit on est la ville des Noirs. Donc il y a un certain nombre de déclarations qui reposent sur quelque chose, sur une logique communautariste. Quand le nouveau maire de Saint-Denis, ça n'est pas la ville des Rois, ça n'est pas la ville des Rois, c'est la ville des Noirs. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est très très grave. C'est très grave. Non, je regrette. Non, Bali Bagayoko n'a jamais parlé de ville des Noirs. La ville des rois morts et du peuple vivant est en réalité une citation d'un poète, Jean Marcenac, pour désigner Saint-Denis. C'est pas la ville des Noirs, c'est la ville donc des rois et du peuple vivant. C'est pour cela qu'il faut toujours qu'il y ait du fact-checking, toujours demander des sources pour chaque info et qu'il y ait des conséquences lorsque quelqu'un ment de façon avérée, surtout lorsque c'est diffusé à grande échelle. Ça prend beaucoup plus de temps de débunker un mensonge que de raconter n'importe quoi. Des conséquences, tu veux dire la cancel culture, c'est ça? Avec toi, on peut plus rien dire. Ben si, juste pas des mensonges quoi. Ouais, Louis Sarkozy, il a dit que mentir, ça faisait partie de la liberté d'expression d'abord. Vous voulez vraiment que votre source soit Louis Sarkozy? Ouais, non, même pour moi ça craint. Plutôt, ouais. En outre, c'est pas seulement une question de comment on présente telle ou telle info, c'est également le fait de parler ou non d'une info à un moment donné. En effet, on peut décider de présenter une info de la façon la plus neutre possible, mais le simple fait de parler de cette info et pas d'une autre, à tel moment et pas à un autre, a également son poids dans la perception que les gens auront de cette information. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agenda. Personnellement, j'ai un agenda déjà bien rempli. La destruction de la vérité et de la cohérence, l'annihilation de tout contre-pouvoir, l'asservissement des dissidents réfractaires, et je crois que j'ai un karaoke prévu mardi prochain. Karaoke? Ouais, c'est une soirée où on chante un karaoké en mangeant des crêpes. Oh, ça a l'air amusant! Est-ce que je peux venir? Oui, si tu veux. Et moi? Non. Oh. On a pu voir cet effet d'agenda au milieu de la campagne présidentielle de 2002, lorsque d'un coup, les médias se sont mis à parler d'insécurité. C'est devenu un thème prédominant de la campagne, alors que ça l'était pas particulièrement jusque-là. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agenda. C'est-à-dire, la télé, si on prend cette idée-là, la télé ne vous dicte pas tellement une opinion, mais par contre, on la soupçonne de vous dicter le fait qu'à tel moment, on parle de tel sujet. Et donc, si on prend un exemple très simple, vous êtes 2001-2002, phase de campagne présidentielle, d'un seul coup, on se met à parler d'insécurité. Et là, l'insécurité devient quelque chose dont tous les médias parlent et consacrent beaucoup de temps à cette question, et ça devient progressivement le thème ultra dominant de la campagne. Et donc évidemment, vous avez des candidats qui se sont bien préparés à ça, voire qui l'ont souhaité, c'est le cas de Jacques Chirac, et puis vous avez des candidats qui ne sont pas du tout préparés à ça, parce qu'ils veulent parler d'emploi, d'économie, etc., c'est le cas de Lionel Jospin, et ça va faire un différentiel à la sortie extrêmement important. Là, les médias n'ont pas choisi de suivre un candidat, de soutenir un candidat, c'est pas du tout ça. Ils ont choisi de consacrer au thème de l'insécurité une place importante, de l'inscrire à l'attention du public. Qu'est-ce que vous avez comme indicateur pour vous dire « Ah ouais, la sécurité, ça doit intéresser les Français ». On interroge régulièrement les Français sur qu'est-ce qu'ils mettraient comme priorité en tête. Quand vous regardez ces outils baromètres, depuis 40 ans, les Français vous répondent 1. L'emploi. 2. Le pouvoir d'achat. Derrière, vous trouvez les questions de logement, machin. L'insécurité, c'est 10e. Et c'est jamais plus que 10e. Et en 2001-2002, ça reste 10e. Alors, pour prendre ma décision, moi, est-ce que ce soir, aux 20h, je lui mets 4 minutes ou pas?
qu'est-ce que je fais? Ben, généralement, je fais un pari. Je dis, je crois que ça peut intéresser les Français. Je crois que dans la campagne, ça peut être un tournant. C'est un peu un pari. Je lui consacre 4 minutes. Et qu'est-ce que je constate le lendemain? Que mon audience a été bonne. Et là, quand j'ai la confirmation que mon audience a été bonne, non seulement je sais que je vais recommencer le coup, je vous le dis tout de suite, mais je peux vous dire que tous mes petits collègues, qui fassent de la presse écrite ou de la presse audiovisuelle, se disent « Waouh, moi aussi ». C'est aussi que, tout simplement, entre guillemets, ça rapporte. Et on est en train de parler aussi de choses qui sont des entreprises de presse, que ce soit des groupes de télé, de radio, ce sont des entreprises de presse qui ont des questions d'équilibre économique très difficiles. Et donc, quand on trouve, entre guillemets, un bon larron pour faire ça, eh bien, on prend et on continue. Je kiffe le pognon! Ouais! Mais parfois, ce sont pas les médias eux-mêmes qui décident de ce qu'il y a sur l'agenda. Tout comme parfois, je peux pas décider de ce qui va passer au karaoké. Elles sont nulles, tes chansons, Azazel! Ouais, t'es censé être le démon de la guerre et tu passes que des chansons d'amour, ça suffit à la fin. L'amour, c'est la guerre, ok? Mais pourquoi s'en faire nos petites guerres? C'était le cas de l'histoire des Tentes Bleues des enfants de Don Quichotte. En mi-décembre 2006, lorsque l'info était lente et que les journalistes ne savaient pas trop quoi raconter, l'association Les Enfants de Don Quichotte, qui lutte pour le logement des sans-abri, planta 200 tentes sur le canal Saint-Martin. Les médias, trop contents d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parlent en masse de cet événement. Ça rameute des personnalités, des politiciens et d'autres vautours de l'info. Conséquence, le président Jacques Chirac annonce dans ses vœux de début d'année, quelques jours plus tard, que l'État fera une loi sur le droit de logement opposable. Résultat, la loi Dallot est mise en place en mars 2007, alors que ça faisait 15 ans que les associations demandaient une telle loi sans réponse de la part du gouvernement. Vous savez, la politique, ça ne consiste pas à suivre le courant, mais à indiquer le cap. Et là, du coup, là, j'ai simplement indiqué le cap après tout le monde. Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Mangez des pommes. Évidemment, comme on l'a dit plus tôt, c'est pas parce que les médias disent telle ou telle chose ou parlent de tel ou tel truc que ça va automatiquement faire changer d'avis les gens. Comme on a pu le voir avec l'exemple de la délinquance et de l'immigration, ça peut prendre du temps, et puis il y a un autre facteur à prendre en compte. Un colis pour vous. Non, pas celui-là. Ah. Non, le facteur dont je parle, c'est la théorie du flux à 2 étapes, ou autrement dit, de la communication à double étage. C'est une théorie mise au point par Elihu Katz et Paul Lazarsfeld dans leur livre Personal Influence. Ils ont suivi des personnes pendant plusieurs mois afin de voir comment leurs opinions changeaient avec le temps. Et le truc, c'est qu'ils ne se contentaient pas de demander aux gens qu'est-ce qu'ils avaient entendu à la radio, ils leur demandaient également et surtout avec qui en avez-vous parlé. D'après eux, pour que quelqu'un accepte réellement une information, il faut que celle-ci passe par plusieurs étapes. Elle passe d'abord par des personnes qui s'intéressent plus que la moyenne à tel ou tel sujet à travers différents médias qui ensuite passent ces informations aux gens autour d'eux. Ça peut être des experts, des personnalités publiques, mais ce sont surtout les gens autour de nous, tes potes, les membres de ta famille ou de ton voisinage à qui tu fais confiance par rapport à un sujet précis. Par exemple, si j'ai une question en informatique, je demanderai son avis à Fanny. Si j'ai besoin d'une blague de merde, je demande à Jesper. C'est l'histoire d'un Belge et d'un communiste qui rentrent dans un bar. Et je sais que si Gary me dit quelque chose, c'est que c'est de la merde. Mais j'en prends plein la figure dans cet épisode, c'est un truc de malade. Oui, parce que ça marche aussi dans ce sens. L'ancrage de l'information dans ton cerveau passe également par les moments où tu te mets en contradiction avec quelqu'un avec qui tu sais tu seras pas d'accord. Ces personnes avec qui tu partages quotidiennement ou au moins souvent ces informations, que tu sois d'accord ou non avec elles, ce sont ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Ils traitent les informations, les interprètent et les redistribuent par des conversations, des blagues ou des trucs à la con de tous les jours. Ça veut pas dire que ces gens ont forcément plus raison que les autres ou que leurs opinions sont plus valides. Ça signifie juste que c'est à travers eux que l'information et les avis que tu as de cette information se gravent dans ta petite cervelle. Ce sont ces relations interpersonnelles qui valident ou invalident de façon solide l'opinion que tu as sur telle ou telle chose. Et c'est là qu'on arrive à ton cas, mon grand cornu. Je me suis toujours considéré comme un leader, c'est vrai. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Les leaders d'opinion, ça peut être ton groupe social, mais ça peut être également ton groupe parasocial. Lorsque tu considères une personne comme fiable et sympathique sur Internet, t'as envie d'être d'accord avec. Les influenceuses et influenceurs sont une réelle clé de voûte à ce niveau-là. Ils paraissent plus proches de nous que des gens à la télé ou des politiciens. Certains suivent quotidiennement la vie des personnalités d'Internet, ce qui fait qu'ils sont constamment exposés à leur point de vue. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est un effet réel, utilisé maintes et maintes fois dans des buts marketing par exemple. Et tout comme ton pote qui te donne son avis sur telle ou telle info,
t'as plus tendance à accepter ce que raconte ton youtubeur ou tiktoker favori que si cette info sortait d'une entreprise ou d'un politicien. On peut relier ça à l'effet de réactance de l'autorité dont on parlait plus tôt. T'es en train de m'accuser que je manipule les gens, c'est ça là? Mais non! C'est pas un problème qu'il existe des leaders d'opinion. C'est juste que, comme toutes les autres sources d'information, il faut faire attention à ce qu'ils racontent et d'où viennent leurs messages. Ah ok, non parce que c'est vrai que je manipule les gens de fou, alors j'allais acquiescer. Ah. Ce concept de leader d'opinion est quelque chose d'extrêmement recherché et documenté, surtout dans le cadre du marketing. Une des instances où cet effet a fait particulièrement mouche, c'était pendant l'élection de Barack Obama en 2008. Le Parti démocrate a envoyé à certains militants des missions simples à effectuer pour influencer leur entourage. Ça pouvait être des trucs du genre aujourd'hui, parlez de telle mesure à votre voisin, parlez du prochain meeting à un membre de votre famille. T'imagines si les politiciens français utilisaient ce genre de technique? Très bien, agent. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'influencer catégorie d'êtres humains à propos de sujets politiques d'actualité dans la zone de non-ville. Hein? Ce message s'autodétruira. Mais attendez... Ils avaient accès à ce qu'ils appelaient le Call Tool, un véritable logiciel de télémarketing en ligne, avec les argumentaires correspondant à la cible, l'outil de mailing et de géolocalisation pour les inviter au meeting le plus proche de chez eux, les fiches de réponse à faire remonter et un espace de contact avec les autres militants. Call Tool sera utilisé par plus de 7000 militants qui passeront plus de 2 millions d'appels dans les seuls 4 derniers jours de la campagne. Et ces gens sont devenus ainsi des leaders d'opinion bien plus efficaces que certains grands médias pour influencer les autres. C'est pour cela que, malgré ce qu'on peut croire, la technique du porte-à-porte est l'une des plus efficaces en période électorale. Le fait de voir des gens en chair et en os échanger ne serait-ce que quelques phrases en personne, ça a plus d'impact qu'on le pense. Plusieurs études comme celle de Alan S. Berber et Donald P. Green de l'université de Well mettent en évidence que le porte-à-porte est la méthode la plus convaincante pour élever la participation électorale, bien devant les appels et les courriers par exemple. Attends, ça veut dire que ce que je faisais au début de la vidéo, c'était bien? De fou, ouais. Mais pourquoi tu m'as arrêté alors? Je pourrais être en train de changer la vie des gens là. Bah justement, c'est ce que je voulais éviter en fait. Positif. T'as de la chance que je t'aime bien parce que sinon je serais très colère. Et voilà, maintenant vous voyez quel est le parti de la violence. Tout ça nous amène à ce qu'on appelle l'engagement de groupe. Et c'est ce qui, au-delà des médias, des influenceurs et de toutes ces merdes, influence le plus l'opinion des gens. C'est une dynamique étudiée par de nombreux philosophes et sociologues comme Charles Adolphus Kessler et Henry Corbin entre autres. Le principe est très simple. Lorsque tu fais partie d'un groupe, tu as tendance à modifier tes opinions pour adhérer à celles du groupe, ou en tout cas pour ne pas les confronter. Les chercheurs appellent ça se conformer aux normes du groupe. Ce qu'ils ont observé, c'est que plus un individu cherche à s'intégrer à un groupe, plus il se conformera aux normes, surtout si la personne a une relation publique avec le groupe. Je cite. Il ressort de cet ensemble d'expériences le fait qu'il y a un lien fort entre l'attractivité que le groupe exerce sur l'individu, notamment en affectant le positionnement de ce dernier par un engagement public, et le phénomène plus classique de conformité aux normes du groupe. Aussi, il a été observé que plus la familiarité avec les membres du groupe augmente, plus les individus intégrant ce groupe ont tendance à se conformer aux normes du groupe. Les études ont observé que les changements que les individus opèrent pour conformer aux normes des groupes sont plus souvent un raffermissement des positions qu'ils partagent avec le centre du groupe, plutôt qu'un changement radical sur les positions qu'ils ne partagent pas. Nous, au bureau, on a tous des points de vue qui divergent sur certains sujets, c'est normal. Mais on est tous d'accord pour dire que Garistan, le vieux faisant, et c'est ça qui nous lie, vous voyez. Il schlag Mais mince à la fin. Il arrive également que ce soit le centre qui change de position, mais c'est un processus plus long et plus taxant cognitivement pour les membres du groupe. Mais dans tous les cas, d'après les études de Shippey et Gregory en 1982, ainsi que celles de Hemler en 1994, les positions adoptées par les individus sont celles qui lui garantissent une plus grande acceptation sociale. Je cite, l'engagement public évoque donc l'importance de l'image publique et civique, associée à une réputation sociale ou à l'estime sociale que confère la reconnaissance pour les individus de leur propre groupe d'appartenance. La cohérence idéologique et comportementale des personnes est garante d'une reconnaissance sociale indispensable. L'engagement public, inscrit dans le champ social dont l'individu est acteur, présente la particularité d'instaurer le plus souvent un état conduisant à d'importantes rationalisations, à une résistance au changement et à une radicalisation de ses idées.
Donc non seulement les gens ont tendance à adopter les opinions qui leur garantissent une plus grande estime sociale au sein de leur groupe, ni en plus cela peut créer une résistance aux opinions extérieures. C'est ce qu'a observé plus récemment le sociologue et ethnographe Benoît Coquart dans son livre Ceux qui restent, qui parle des populations des campagnes françaises. Il y a vécu pendant plusieurs années et a étudié les dynamiques sociales poussant par exemple une partie de cette population à voter pour l'extrême droite. Là où ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme en fait de revendication davantage chez des gens qui ont commencé, moi je suis des gens qui ont aujourd'hui 30, 40 ans, depuis qu'ils ont commencé à voter, c'est la force politique dominante dans leur entourage. Ceux qui votent pas RN ne le disent pas, parce que c'est anticonformiste que de ne pas dire qu'on est RN. Parce que le conformisme, quand vous êtes dans un milieu où tout le monde se connaît, il y a l'interconnaissance et tout, ça vous pèse et sortir un peu du rang, c'est quelque chose qui peut vous coûter cher. Tu fais le portrait de quelqu'un qui votait Mélenchon et puis qui n'ose plus le dire, et on a l'impression à lire que maintenant il vote RN parce que, ou alors il ne le dit pas, mais c'est assez dur de résister quand tu es là-bas, quoi. C'est quelqu'un qui disait, tu sais, moi en fait, je vote pas RN, et il me l'apprend en entretien, alors que ça fait longtemps que je le côtoie depuis l'enquête. Et je dis, c'est pas possible, enfin, à chaque coup que je te vois, tu rebondis sur les thématiques et tout. Bon, déjà, il partage pas mal de visions du monde de ses copains RN, notamment sur l'immigration et tout, donc voilà. Mais il me dit, si c'était à faire, Mélenchon, peut-être, enfin voilà, il est indécis, puis finalement, il va pas voter. Mais il n'ose pas le dire, pourquoi ? Parce qu'il dit, on va encore me dire que je suis un branleur. Et ça, moi, je le dis avec ses mots. Mais c'est pourquoi ? Parce que aussi, c'est quelqu'un qui a connu, qui sait ce que c'est que la précarité, que plus on est dans des villages où il y a moins d'emplois, plus le fait d'être au chômage, c'est stigmatisant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un stigmate territorial qui pèse sur un bourg, typiquement dont l'usine elle a fermé, ou même ton équipe de foot, quand elle part en déplacement, on t'appelle le bled des cassos, etc. Ça, c'est la réalité, en fait, notamment vis-à-vis des plus petits villages qui sont un peu plus embourgeoisés. C'est cette hiérarchie qui est entre eux, quoi. On renvoie ce stigmate-là. Le RN joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, vous voulez pas passer pour un assisté, votez contre les assistés. Ces dynamiques de groupe fonctionnent également dans les groupes pas d'extrême droite, bien sûr, et la conformation aux normes des groupes ne concerne pas seulement les opinions politiques, mais je pense que vous avez compris le concept. Se conformer à un groupe peut également forcer, entre guillemets, les gens à dire ou à penser des choses clairement fausses, juste pour ne pas subir le désagrément d'être à contre-courant. C'est ce que révèle l'expérience de H, où on pose des questions avec une réponse évidente à un groupe, mais où la majorité du groupe fait exprès de dire une mauvaise réponse. Les personnes qui, elles, répondent honnêtement vont se mettre à dire également n'importe quoi, juste pour ne pas contredire le groupe. We have 5 professional actors that have been instructed to do as we say. Often they will be lying about what they think the answer is. But in position number 5, a real participant who has no idea what's going on will be seated. Now, their task is to match the length of the line on the left with one of the lines on the right. But what if everyone else in the room gave the wrong answer? The first few times, we're going to have the actors say the correct answer to gain the trust of our subject. The correct answer here is 3. 3. 3. Number 3. Number 3. 3. This time, the correct answer is 2. 3. 3. Number 3. Number 3. Number 3. Wow. À partir de là, c'est pas difficile d'imaginer ce que ça peut créer lorsque quelqu'un vit dans un environnement où tout le monde raconte n'importe quoi, que ce soit à propos de minorités ou de mouvements politiques ou simplement à propos de la réalité en elle-même. On peut très vite commencer à dire, à faire et à penser n'importe quoi lorsqu'on est entouré de personnes qui disent n'importe quoi. C'est entre autres pour cela que certains argumentent qu'il est important de se mélanger, de se confronter régulièrement à des vécus et à des perspectives différentes. De bonnes façons de permettre ces échanges, ces rencontres d'horizons différents le plus tôt possible, c'est par exemple l'éducation populaire, l'école et les études. Mais ne vous inquiétez pas, vu la manière dont l'école est gérée, on est encore entre de mauvaises mains. J'ai eu peur 10 secondes. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet, je vous recommande ma vidéo sur le sujet. Et oui, je sais que c'est très bien fait quand même. Et même s'il reste beaucoup de choses à dire sur l'opinion, j'espère que ça vous suffira pour que vous ayez une meilleure idée de comment tout ça fonctionne. Eh bien, merci beaucoup. C'était adorable de ta part de prendre le temps de m'expliquer tout ça. Non, c'était pas adorable, c'était maléfique. Ça t'énerve pas que je passe mon temps à te mansplainer des trucs comme ça? Si, mais maintenant je vais pouvoir utiliser tout ce que t'as raconté pour changer l'opinion des démons en enfer. Tu veux utiliser mes techniques pour influencer mes gens?
Mais c'est diabolique. Je sais pas si je dois être fier ou dégoûté. Bravo. On se voit au carré aux crêpes? Ouais, normalement, il y aura pas Azazel cette fois-ci, alors on a de la chance, on pourra garder nos tympans intacts. Super. Alors voyons. Et nous, on peut venir? Non, j'ai dit non. On va pas inviter toutes les limbes non plus au bout d'un moment. Ok, on va faire un carré aux crêpes de notre côté et on aura du chocolat chaud, voilà. Ouais, bah c'est ça, cassez-vous, hein. Chocolat chaud, hein. Bon, bref, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la fabrique de l'opinion, en espérant vous revoir bientôt plus nombreux et nombreux sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avant diverses élections, de connaître le taux de popularité de tel ou tel politicien, oui, de tel ou tel lutin. On peut savoir la popularité des lutins. Bonjour, pensez quoi des lutins? Moi je pense que c'est bien, moi je pense que c'est de la merde. Mais ce que souligne Hugo Touzet dans son étude, c'est qu'il y a une tendance dans le monde du sondage à s'auto... C'est vieille. Anne Treisman, une spécialiste en psy... Une spécialiste. Oui, une spécialiste, c'est comme une stalagmite, mais pour les spécialités. C'est une dynamique étudiée par de nombreux philosophes... Et il y a une radicalisation d'Azada. En espérant vous voir bientôt plus nombreux et nombreux et nombreux. Lorsque tu perçois une personne, alors, ils paraissent plus proches de nous que des personnes. Ah. Bah non, ça, il est pas midi encore, donc personne n'est réveillé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je retire ce que je viens de dire. N'utilise pas cet enregistrement contre moi. Yeah! Bravo Jasper, c'était super. Par contre, on n'avait pas du tout lancé la musique en fait. Je suis un esprit libre, moi. Cool. Eh ben, je crois que c'est la famille. Ah, c'est peut-être les voisins. J'espère qu'on fait pas trop de bruit. Salut. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je passais dans le coin et par hasard, j'avais ce pot de Nutella sur moi et je me disais que ça irait bien avec des crêpes et du chocolat chaud. Et du coup... Toi, qui crois que la terre est ronde, tu te doutes pas une seconde que ton histoire pourrait changer.